En 1987, les corps de ces 14 personnes ont été découverts à l'intérieur de la maison de Ronald Gene Simmons. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Ce qui a suivi est devenu l'un des massacres les plus choquants et troublants de l'histoire de l'Arkansas. En Arkansas, les enquêteurs continuent d'explorer l'un des pires cas de meurtre de masse de la nation. Ronald Gene Simmons était déjà connu pour sa violence, mais rien n'aurait pu préparer quiconque aux vérités horrifiantes qui allaient secouer l'Arkansas à partir de 1987 jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis troublant, je veux dire que chaque détail est glaçant. Si les histoires d'inceste, d'abus et de meurtre ne sont pas votre tasse de thé, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois, parce que c'est une affaire que vous n'oublierez jamais. Il m'a regardé avec ce pistolet et l'a pointé sur moi. Il avait ce sourire horrible sur le visage, et il avait l'air fou, vraiment fou, comme un chien enragé qui vous fixe. Un chien enragé, un reclus, un type bizarre et un homme gentil. Toutes ces descriptions pour cet homme. Jusqu'à présent, Gene Simmons n'a rien dit à la police, n'a montré aucune émotion, sauf à la mention de sa famille. Bien avant les gros titres, avant l'horreur qui allait choquer le pays, il n'y avait qu'un garçon, en colère, agité et déjà sur un chemin que personne n'aurait pu prévoir. Ronald Gene Simmons n'était pas né monstre, mais la vie ne lui a certainement pas offert la paix. Il est venu au monde le 15 juillet 1940 à Chicago, dans l'Illinois, à une époque de guerre et de bouleversement. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que tout s'écroule. Alors que Ronald n'était qu'un bambin, la tragédie a frappé. Son père, William Simmons, est mort subitement d'un accident vasculaire cérébral. Une perte aussi dévastatrice peut ébranler n'importe quel enfant, mais Ronald n'a pas eu beaucoup de temps pour faire son deuil. Moins d'1 an plus tard, sa mère s'est remariée. Son nouveau mari, William D. Griffin, travaillait comme ingénieur civil pour le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Cela signifiait une chose, des déménagements constants. La famille passait d'une ville à l'autre à travers l'Arkansas, sans jamais s'installer assez longtemps pour que Ronald puisse se faire des amis ou se sentir ancré. Pour un jeune garçon en quête de stabilité, ces changements incessants ont semé des graines de frustration, de solitude et de rage. Il ne s'intégrait jamais vraiment. Il était le nouveau trop souvent pour compter. Finalement, il a abandonné tout effort. Au lieu de tisser des liens, Ronald est devenu froid. Il s'en prenait à ses camarades de classe et s'est forgé une réputation de brute. Les enseignants ne pouvaient pas le gérer. Les élèves l'évitaient. À l'adolescence, sa vie familiale était tout aussi chaotique. Son comportement s'est aggravé, et peu importe les efforts de ses parents, que ce soit des règles strictes ou des conseils désespérés, rien n'y faisait. Ronald était hors de contrôle. Alors à 16 ans, ses parents ont tenté une dernière solution. Ils l'ont inscrit dans une école militaire, espérant que la discipline réussirait là où ils avaient échoué. Étonnamment, ça a fonctionné. Les règles strictes, la discipline, la chaîne de commandement lui ont donné quelque chose qui lui manquait toute sa vie. Le contrôle. Pour une fois, il suivait les règles. Peut-être pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'elles lui donnaient du pouvoir. Quand il a obtenu son diplôme le 15 septembre 1957, l'armée semblait être la prochaine étape logique. Alors, sans hésiter, il s'est engagé dans la marine des États-Unis. Sa première affectation fut à la base navale de Bremerton à Washington, où quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Rebecca Becky Ulibarri. Peut-être voyait-il en elle la stabilité qu'il n'avait jamais eue, ou peut-être était-ce juste une autre chose qu'il voulait contrôler. Quoi qu'il en soit, la relation a évolué rapidement. Le 9 juillet 1960, les deux se sont mariés au Nouveau-Mexique, et juste comme ça, Ronald a entamé un nouveau chapitre. À première vue,
Ronald et Becky pouvaient ressembler à un couple militaire ordinaire, marié jeune, élevant une famille grandissante, suivant le rythme des affectations. Mais à l'intérieur de leur maison, une histoire bien plus sombre se déroulait. L'homme que Becky avait épousé n'était plus celui avec qui elle vivait. Plus il portait l'uniforme, plus il devenait rigide, autoritaire et implacable. Ronald exigeait une perfection absolue. Il n'était pas seulement strict, il était obsessionnel. La maison devait être impeccable en tout temps. L'apparence de Becky devait correspondre exactement à ce qu'il voulait. De ses vêtements à la manière dont elle se coiffait, tout était sous son contrôle. Et ainsi, pendant 18 longues et douloureuses années, Becky est restée. Ensemble, ils ont eu 9 enfants. Ronald Gene Simmons Jr., Sheila Simmons, William Billy Simmons, Loretta Simmons, Eddie Simmons, Marianne Simmons, Rebecca Simmons. Après avoir quitté la marine en 1963, il n'a pas ralenti. Il a rejoint l'armée de l'air des États-Unis quelques années plus tard, mais l'uniforme n'a pas pu réparer ce qui était brisé. Son tempérament était volcanique, et son obsession pour le pouvoir ne faisait que croître. Ce qui avait commencé par de la cruauté envers Becky s'est finalement transformé en quelque chose d'encore plus troublant. Quand il a étendu cette même brutalité à ses enfants, il ne les disciplinait pas, il les dominait. Chaque tâche devait être faite à sa manière. Et si ce n'était pas le cas, la punition était rapide et terrifiante. Ronald voyait toute forme de défi, aussi minime soit-elle, comme une trahison. Il ne guidait pas ses enfants, il les dominait. Sa maison n'était pas un foyer. C'était une prison dont il détenait les clés. Mais au milieu de toute cette terreur, un enfant semblait recevoir un traitement spécial. Sa fille, Sheila. Au début, cela ressemblait à du favoritisme. Ronald passait plus de temps avec elle, lui donnait plus de liberté, plus de privilèges. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ce favoritisme semble étrange. Trop proche, trop intense, trop contre nature. Et puis est venu le jour que personne ne pourrait jamais oublier. Il a convoqué une réunion de famille, s'est tenu devant tout le monde avec la froideur d'un homme annonçant la météo, et a lâché une bombe qui a brisé le peu qu'il restait de leur famille. Sheila était enceinte, et Ronald était le père. Il n'y avait ni honte dans sa voix, ni culpabilité, ni hésitation. Il a déclaré que Sheila porterait l'enfant à terme, l'élèverait dans leur maison, et que tout le monde dans la famille devait l'accepter. Juste comme ça. Comme si ce n'était pas horrifiant. Comme si l'inceste et les abus étaient simplement des faits de la vie sous son toit. Becky n'a rien dit. Elle avait été détruite émotionnellement au fil des années, brisée au point de ne plus trouver sa voix. Mais quelqu'un d'autre dans la famille a parlé. Ronald Jr., le frère aîné de Sheila, ne pouvait pas rester silencieux. Il était dégoûté et terrifié. Et il a agi dès qu'il l'a pu. Il est allé directement à l'école de sa sœur et a tout raconté à une conseillère. Au début, Sheila a tout nié, disant qu'elle n'était pas enceinte, que rien ne s'était passé. Mais le personnel de l'école savait que quelque chose n'allait pas. Ils ont continué à creuser, à poser des questions, et après presque un mois, Sheila a craqué. À travers des larmes et une honte insupportable, elle a finalement avoué la vérité. Son propre père l'avait mise enceinte, et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus sombre. Ronald n'était pas juste un homme abusif se cachant dans l'ombre. C'était un vétéran militaire, décoré avec plus de 2 décennies de service. Il avait reçu des distinctions comme le ruban de l'armée de l'air pour son excellente adresse au tir, la croix de la bravoure du Vietnam, et même la médaille de l'étoile de bronze, une médaille décernée pour l'héroïsme et le service méritoire. Le 30 novembre 1979, il a quitté l'armée de l'air avec le grade de sergent-chef. Aux yeux du monde extérieur, il ressemblait à un héros de guerre,
Mais sous cette surface brillante se cachait un homme qui avait construit un royaume de terreur dans sa propre maison. Et ce royaume était sur le point de s'effondrer. La première véritable percée est venue lorsque le département des services humains à Cloudcroft, au Nouveau-Mexique, a lancé une enquête officielle le 3 avril 1981. Mais au lieu d'affronter la situation, Ronald a fait ce que tant de lâches font. Il a fui. Ronald a d'abord fui avec sa famille à Ward, en Arkansas. Fin septembre, le 30 précisément, il a décroché un emploi temporaire comme commis au dossier dans le département des dossiers médicaux de l'hôpital des vétérans John L. McClellan Memorial, à North Little Rock. Quelques mois plus tard, le 10 janvier 1982, il a obtenu un poste permanent comme commis au personnel au bataillon de recrutement médical de la 5e armée à Little Rock, mais alors que Ronald essayait de se fondre dans une nouvelle vie. Sa maison s'effondrait lentement. Son fils William ne voulait rien avoir à faire avec le déménagement et est resté au Nouveau-Mexique avec ses amis du lycée. Et Becky, après que les accusations d'inceste ont fait surface, elle en avait fini. Émotionnellement détachée et ne partageant plus le lit de Ronald. Toujours à Ward, Ronald a fait l'impensable à nouveau. Il a mis sa fille Sheila enceinte une seconde fois. La grossesse n'est pas arrivée à terme. Au début de 1983, elle a été interrompue par le docteur Shuaitun à Dermott. Puis, le 12 juin de la même année, la famille a acheté une petite ferme isolée, trop loin de Little Rock pour faire la navette, comme Ronald l'a dit. C'était 14 acres de terrain accidenté dans le comté de Pope, un peu plus de 6 miles au nord de Dover. Ils l'ont appelé Mockingbird Hill, un nom qui allait les hanter. Ronald a quitté son emploi de recrutement en août de cette année-là et s'est retiré dans leur nouveau refuge, loin des regards de la société. Une partie de la raison de ce déménagement était que Sheila avait commencé à voir un jeune homme nommé Dennis McNulty, qu'elle avait rencontré à l'école de commerce Drafton. Elle étudiait pour devenir secrétaire, et Dennis s'intéressait aux communications radio. La distance n'effrayait pas Dennis le moins du monde. Il faisait régulièrement les 170 miles aller-retour pour la voir, déterminé à maintenir leur relation en vie malgré l'isolement étrange de la famille. Mockingbird Hill était situé sur une basse crête près de la Highway 7 de l'Arkansas, dans la petite communauté de Blinken-Yulmicet à Pleasant Grove. Les environs, une église, un cimetière, un petit magasin et un camping rudimentaire étaient exactement comme Ronald les aimait. Dans les 2 jours suivant leur emménagement, il a planté un panneau « Défense d'entrée » dans la terre et a commencé à entourer la propriété de barbelés, coupant sa famille du monde extérieur. Leur maison était une unité mobile de 5 chambres, avec 2 pièces supplémentaires coincées sous un toit prolongé. Le salon était assez confortable avec sa cheminée, mais tout le reste, de la cuisine aux chambres, était étroit et exigu. Le chauffage, presque inexistant. Ils avaient un seul poêle à bois pour se chauffer et une seule unité de fenêtre pour lutter contre la chaleur estivale. Il y avait un téléphone sur la propriété, mais Ronald refusait qu'on le branche. Pas d'appels entrants, pas d'appels sortants. Il voulait un contrôle total. La plomberie était également une plaisanterie. Pas de salle de bain fonctionnelle à l'intérieur, juste 2 latrines extérieures. Pour rendre les choses encore plus étranges, Ronald a construit une haute clôture de fortune autour de la propriété. Certaines parties atteignaient 3 mètres de haut, et juste avant Noël, il a ordonné à la famille de creuser un nouveau puits de latrine dans la cour. Ce qu'il ne savait pas alors, c'est que ce puits deviendrait une tombe pour des secrets bien plus sombres qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, William essayait de réparer les choses avec sa femme séparée, Wilma. Le plan était que leur fille de 3 ans, Barbara, reste temporairement à Mockingbird Hill, pendant qu'il réglait les choses avec Wilma.
Il prévoyait de même de se remarier en février 1988. William est arrivé à la ferme le 21 décembre, mais Wilma a dû rester au Nouveau-Mexique pour Noël. L'argent était trop juste pour le voyage. De retour à la ferme, Ronald était devenu l'ombre de lui-même, sombrant plus profondément dans l'isolement. Il s'enfermait dans sa chambre privée que personne, pas même Becky, n'osait pénétrer. Sa sœur, Edith Nesby, raconterait plus tard que Ronald gardait la porte verrouillée, qu'il soit à l'intérieur ou non. Il était silencieux, avare, et avait un regard vide qui pouvait figer une personne sur place. Même ses enfants avaient de peur de lui. Il leur faisait faire des tâches inutiles et punitives, comme transporter des seaux de 5 gallons de terre sur des collines escarpées sans raison. Loretta, âgée de 17 ans, a un jour confié à une camarade de classe: « Mon père n'est qu'un ivrogne, toujours avec une bière à la main, toujours à disparaître dans cette pièce nauséabonde que personne d'autre ne peut entrer. » Comme mentionné plus tôt, Ronald était autrefois une force avec laquelle il fallait compter, grâce à ses réalisations militaires. Mais lorsqu'il est entré dans la vie civile, il s'est retrouvé à occuper des emplois subalternes qui ont blessé son ego. Puis, par un coup du sort, il a décroché un poste de commis dans un cabinet juridique local. Pendant un moment, il semblait qu'il pourrait se ressaisir. Sa ponctualité et sa discipline rigide ont impressionné les supérieurs. Mais sous cette surface bien habillée, la même noirceur persistait, et elle a explosé lorsqu'il a fait des avances sexuelles non désirées à une collègue de travail. La femme a craqué. Heureusement, elle a eu le courage de parler. Ronald a été licencié sur le champ. Mais au lieu d'affronter les conséquences, il a réécrit l'histoire dans son esprit, se convainquant qu'il était la victime, qu'il avait droit à l'attention d'une femme, et que les femmes cherchaient à le détruire. Les femmes n'étaient pas des personnes, elles étaient des objets, à contrôler ou à jeter. Peu de temps après, il a trouvé un autre emploi chez Woodline Motor Freight Company. Il s'est promis de bien se comporter, surtout avec ses collègues féminines. Extérieurement, il gardait ses distances. Intérieurement, son ressentiment grandissait. Il détestait les femmes. Il détestait le monde civil. L'armée, avec ses règles strictes et ses grades, lui manquait. Le respect instantané. Le contrôle. Maintenant, il n'était qu'un inconnu dans une ville qui ne connaissait pas son nom, répondant à des gens qu'il ne respectait pas, et pire, qu'il ne pouvait pas contrôler. Puis est arrivée Joyce Allen Butts, sa nouvelle patronne. Une femme. Pour Ronald, c'était intolérable. Prendre des ordres d'une femme qui n'avait pas peur de lui le mettait dans une rage folle. Il est devenu ouvertement insubordonné et franchement hostile. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit licencié à nouveau. Mais dans son esprit tordu, il n'était toujours pas le problème. Il blâmait les femmes de l'Arkansas pour sa chute, croyant qu'elles le sabotaient par méchanceté. Il n'a jamais envisagé que c'était peut-être sa propre haine et sa violence qui éloignaient les gens. À ce moment-là, la maison autrefois animée des Simmons commençait à se vider. Les enfants grandissaient et partaient. Jean, l'aîné, s'était marié et avait déménagé avant même que la famille ne quitte le Nouveau-Mexique. Sheila, qui avait survécu à des années de traumatisme indicible sous le toit de Ronald, s'était également mariée et élevait sa fille Sylvia, l'enfant engendré par son propre père. William avait décroché un poste de manager chez Hardee's et s'était marié avec Renata May, construisant une nouvelle vie à Fortis. Loretta, une brillante étudiante d'honneur, approchait de la remise des diplômes. Son journal et ses confessions chuchotées révélaient un seul rêve: s'échapper. Tout le monde pouvait le voir dans ses yeux. Elle comptait les jours. Mais Noël approchait, et pour Ronald Simmons, ce n'était pas un moment de joie.
C'était une opportunité. Becky Simmons avait envoyé des cartes ce décembre-là, les remplissant de lettres manuscrites pleines d'excitation. Toute sa famille serait enfin réunie. Tous les enfants, tous les petits-enfants sous un même toit. Cela devait être une véritable célébration. Mais alors que Becky imaginait de la joie, Ronald avait déjà commencé à planifier quelque chose de bien plus sinistre. Des semaines avant les vacances, il avait ordonné à ses enfants de creuser un large trou profond dans la cour. Il leur avait dit que c'était pour une nouvelle latrine. Personne n'a posé de questions, mais ce trou n'était pas pour une toilette. C'était une tombe. Et le 22 décembre, juste avant Noël, Ronald s'est passé à l'action. La maison était calme lorsque sa première victime est arrivée. Son fils aîné, Ronald Gene Simmons Jr., était le même fils qui aurait dénoncé la situation troublante entre Sheila et leur père à la conseillère scolaire. Et sans avertissement, Ronald a frappé Jean en plein front avec une barre de fer, fort et vite. Mais il ne s'est pas arrêté là. Poussé par une rage incontrôlable, Ronald a continué à frapper, écrasant le visage de Jean jusqu'à ce que son nez soit brisé. Puis, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de survie, il a porté un dernier coup brutal au crâne de son fils. Et si cela ne suffisait pas, Ronald a piétiné l'entrejambe de Jean, confirmant que son fils était totalement inconscient. Certains disent que l'attaque sauvage de Ronald n'était pas seulement une fureur aveugle. C'était une vengeance froide et calculée. Après tout, Jean était celui qui avait exposé le secret monstrueux de son père à l'école. Becky a entendu les bruits terrifiants des coups résonner dans la maison et s'est prudemment avancée pour voir ce qui se passait. Mais Ronald, toujours attentif à toute interruption, a entendu ses pas et s'est rapidement caché dans l'ombre. Quand Becky a découvert la vision horrifiée de son fils couvert de sang, le choc l'a submergée. Elle était tellement bouleversée qu'elle n'a même pas remarqué Ronald se faufiler derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, Ronald a balancé la barre de fer avec une force brutale sur ses épaules, la faisant tomber au sol. Ses yeux brûlaient d'un feu sombre et vengeur. Il blâmait Becky pour la rébellion de ses enfants, la voyant comme la racine de l'effondrement de sa famille. Alors que Becky rampait sur le sol, désespérée de s'échapper, Ronald l'a frappée encore et encore, brisant des côtes à chaque coup impitoyable. Déterminé à infliger autant de douleur que possible, il a retourné les dents acérées de la barre de fer contre sa chair, arrachant des morceaux de peau. Quand il a fini, Becky était sans vie, mais Ronald n'était pas satisfait. Pour être sûr, il a sorti un pistolet de calibre .22 et a tiré un dernier coup dans l'arrière de sa tête. Le coup de feu a réveillé Barbara, la petite fille de Ronald, âgée de 3 ans, et fille de Jean Jr. Elle a commencé à pleurer, de petits sanglots effrayés qui sont vite devenus agaçants pour Ronald. Cachant le pistolet derrière son dos, il est entré dans sa chambre, faisant semblant de la réconforter. Ses bras l'ont entouré, mais ensuite, ils se sont resserrés autour de son cou. Ses mains ont serré sans pitié, coupant le dernier souffle désespéré du petit corps de Barbara, froid et méthodique. Ronald a traîné les corps de ceux qu'il avait tués jusqu'à la fosse septique, celle qu'il avait forcé les enfants à creuser lorsqu'ils avaient emménagé dans la propriété isolée. Barbara s'était mouillée de peur alors qu'elle était étouffée à mort. Ronald a placé son corps dans un sac poubelle et l'a jeté à côté de celui de sa grand-mère. Pour s'assurer qu'aucun animal charognard ne perturbe la scène macabre, il a entouré la fosse de barbelés. Enfin, il a aspergé les corps de kérosène, masquant temporairement l'odeur nauséabonde de la décomposition. Selon les rapports, la prochaine victime de Ronald fut sa fille de 17 ans, Loretta. Sa ressemblance frappante avec Sheila, la fille qui l'avait trahi, a attisé une rage violente en lui. Il a traîné Loretta dans le salon, enfonçant son visage dans un tonneau d'eau glacée.
Elle s'est battue avec une force désespérée, mais la poigne de Ronald était inébranlable. Quand elle s'est finalement immobilisée, il a porté son corps sans vie à la fosse avec les autres. Les 3 autres enfants, Eddie, Marianne et Becky, ont connu le même sort tragique, tués et jetés dans la fosse également. Les premiers à arriver furent William H. Simmons II, âgé de 22 ans, sa femme, Renata May Simmons, âgée de 21 ans, et leur fils en bas âge, William H. Simmons III, âgé de seulement 20 mois. À Fort State, Ronald a abattu les 2 adultes dans la salle à manger, puis a couvert leur corps avec des manteaux et des couvertures, les laissant étendus sur la table à manger. Le nourrisson a été étranglé et noyé, puis placé dans le coffre d'une voiture garée derrière la maison des Simmons. Peu après, la fille de Ronald, Sheila, âgée de 24 ans, est arrivée avec son mari, Dennis Raymond McNulty, 33 ans, et leurs 2 enfants, Sylvia, 7 ans, et Michael, 21 mois. En entrant, ils ont fait quelques pas prudents avant de se figer d'horreur devant la vue des corps soigneusement alignés en rangée. Et comme il l'avait fait auparavant, Ronald a alors déchaîné sa rage en tirant sur Sheila et Dennis. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Attrapant leur petit-fils de 21 mois, il a étranglé l'enfant sans défense jusqu'à la mort dans un acte impitoyable qui défie la compréhension. Une fois le garçon sans vie, Ronald a traîné le petit corps à l'extérieur et l'a jeté dans une flaque de boue, comme s'il essayait d'effacer cette vie innocente de la manière la plus dégradante possible. Mais la fureur impitoyable de Ronald n'était pas terminée. Il a ensuite étranglé Sylvia, son prétendu enfant avec Sheila, et a gardé son corps avec les autres. Les preuves ont révélé plus tard que Ronald avait disposé les corps de toute sa famille en rangées nettes et ordonnées dans le salon, un tableau macabre de la mort. Chaque corps était couvert de manteaux, sauf Sheila, qui était drapée dans le plus beau napperon de Rebecca Simmons, un détail sinistre et étrange. Ce qui est encore plus glaçant, c'est qu'il a placé le corps du fils de Sheila et Dennis dans le coffre de sa voiture et l'a abandonné dans un endroit connu pour les véhicules cassés et jetés. Ronald croyait clairement que le garçon, étant le fils de Dennis, ne méritait pas de se décomposer aux côtés du reste de la famille, une idée troublante de son esprit tordu. Après avoir commis cet acte brutal, Ronald s'est rendu dans un magasin Sears à Russellville, où il a récupéré les cadeaux de Noël qu'il avait commandés pour sa famille. Des cadeaux censés symboliser l'amour et la joie, mais achetés par un homme qui venait de détruire sa propre lignée. Ce même soir, dans une juxtaposition presque surréaliste, Ronald s'est rendu dans un club privé pour boire et célébrer ce qu'il appelait son plan réussi, comme s'il venait de remporter une victoire plutôt que de commettre un meurtre de masse. Il est rentré chez lui ensuite, passant le reste de la soirée et la journée suivante à boire de la bière et à regarder la télévision, son calme effrayant contrastant fortement avec l'horreur qu'il avait causée. Mais la quête de vengeance de Ronald était loin d'être terminée. Le matin du 28 décembre 1987, il a pris la voiture de son fils, Ronald Jr., pour se rendre à un Walmart à Russellville, où il a acheté une autre arme, se préparant pour la vague de violence qui allait bientôt suivre. Sa première cible était le cabinet d'avocats Peel, Eddy et Gibbons, où Kathy Kendrick, la femme qui l'avait fait licencier pour harcèlement sexuel, travaillait encore. Portant un chapeau de cow-boy comme déguisement grossier, Ronald a fait irruption et le bureau a résonné des cris terrifiants de Kathy, suivis d'un coup de feu. Elle est morte avant que l'aide ne puisse arriver, et à ce moment-là, l'identité de Ronald comme tireur restait inconnue. Le carnage de Ronald ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il a attaqué la Taylor Oil Company, où il a blessé Russell Taylor, le propriétaire du Sinclair Mini Mart dont Ronald avait récemment démissionné. Dans le chaos, il a également abattu et tué James Jim Chaffin,
un pompier et chauffeur de camion à temps partiel pour Taylor Oil, la seule victime de la série qui était un étranger pour Ronald. Après avoir manqué un autre employé, Ronald a quitté le bâtiment et s'est dirigé vers le Sinclair Mini Mart, où il a tiré et blessé Roberta Woolry et David Saylor. Sa dernière étape fut la Woodline Motor Freight Company, où il a trouvé son ancienne superviseur, Joyce Butts, et lui a tiré dans la tête et la poitrine, la blessant gravement. Dans un moment glaçant, il a ensuite pris l'employé Vicky Jackson en otage, sous la menace d'une arme dans le bureau informatique, et lui a ordonné d'appeler la police, lui demandant de leur dire « Je suis venu faire ce que je voulais faire. Tout est fini maintenant. J'ai eu tous ceux qui voulaient me faire du mal. » 9 autres corps ont été découverts ce matin à Dover. Les victimes pourraient être la femme, les enfants et les petits-enfants du tireur. Le bilan s'élève désormais à 16 morts dans une affaire de meurtre en Arkansas. L'enquête de police a pris une tournure sombre lorsque les officiers ont fouillé la maison de Ronald et ont découvert les corps de 14 membres de sa famille, cachés à l'intérieur. L'horreur a stupéfié toute la communauté. Ronald a été envoyé pour une évaluation psychiatrique, mais les médecins l'ont déclaré sain d'esprit, ce qui signifie qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il est apparu plus tard que Becky, sa femme, économisait secrètement de l'argent pour le quitter, et elle n'était pas seule. Leurs 3 enfants aînés, tous adultes, travaillaient ensemble pour l'aider à s'échapper. Dans une lettre manuscrite à son fils, William, Becky se qualifiait de prisonnière. « Papa m'a gardée comme une prisonnière », écrivait-elle. « Chaque fois que je pense à la liberté, je veux sortir le plus vite possible. » Ces lettres parlaient de solitude, de peur et d'un rêve de joie simple, comme avoir un téléphone, aller à l'église ou voir ses enfants quand elle le voulait. Elle l'appelait même « Gros lard » dans des lettres qu'elle n'osait jamais envoyer, et disait à Sheila qu'elle ne voulait rien lui donner, pas même de la pitié. Les amis de Loretta disaient qu'elle savait que sa mère voulait partir, mais craignait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Becky espérait que Loretta vivrait avec son frère Ronald Jr. à San Antonio, loin du cauchemar à la maison. Ses frères et sœurs l'avaient remarqué aussi. La sœur de Becky disait que Ronald devenait de plus en plus étrange chaque année. Son frère disait que Ronald avait transformé leur maison en prison. Après que l'inceste a été révélé, Ronald a perdu le contrôle. La famille l'évitait, et le respect et la peur avaient disparu. C'est ce qui l'a brisé. Un indice glaçant a tout scellé. Une lettre que Ronald avait écrite à Sheila, furieux qu'elle l'ait dénoncé comme étant le père de son enfant. « Je te verrai en enfer », écrivait-il. Lorsque les procureurs ont présenté cette lettre au tribunal, Ronald a craqué. Il a frappé l'un d'eux au visage et s'est jeté sur l'arme d'un adjoint. L'homme qui avait contrôlé sa famille par la peur ne pouvait plus se contrôler lui-même. Il ne voulait pas seulement les détruire, il voulait s'assurer qu'ils ne s'échappent jamais. Lors de son premier procès, pour les meurtres de Kathy Kendrick et Jim Chaffin, Ronald a été reconnu coupable le 12 mai 1988 et condamné à mort. Remarquablement, la sélection du jury a pris moins de 6 heures. Le 16 mai, le juge John Samuel Patterson l'a condamné à mort par injection létale, plus 147 ans de prison. Ronald a refusé tous les droits d'appel, déclarant publiquement « Moi, Ronald Gene Simmons Sr., souhaite qu'il soit connu que je ne veux absolument aucune action de quiconque pour faire appel ou modifier cette sentence de quelque manière que ce soit. » Il est également respectueusement requis que cette sentence soit exécutée rapidement. Son refus d'appel était inébranlable alors qu'il faisait face à son prochain procès pour les meurtres de ses 14 membres de famille. Le 10 février 1989, il a été reconnu coupable une fois de plus et à nouveau condamné à mort par injection létale. À ceux qui s'opposaient à la peine de mort, il a déclaré froidement
Dans mon cas particulier, toute peine autre que la mort serait une punition cruelle et inhabituelle. Le tribunal a tenu une audience et a jugé que sa décision de renoncer à d'autres procédures était consciente et intelligente. L'affaire de Ronald a même atteint la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Whitmore d'Atchison, Arkansas, après qu'un autre condamné à mort, Jonas Whitmore, a tenté de forcer un appel en son nom. Whitmore et le révérend Louis Frone ont soutenu que le refus de Ronald de faire appel menaçait les droits d'appel des autres détenus. Mais par un vote de 7 contre 2, la Cour suprême a rejeté cet effort. En raison des batailles juridiques en cours, l'exécution de Ronald a été retardée, et il a passé son temps dans le couloir de la mort, isolé des autres prisonniers, qui menacèrent constamment sa vie pour avoir refusé de faire appel et avoir nui à leur chance d'échapper à la peine de mort. Le 31 mai 1990, le gouverneur Bill Clinton a signé le second mandat d'exécution de Ronald, fixant sa mort au 25 juin 1990. L'exécution la plus rapide après une condamnation dans l'histoire des États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Ronald a refusé tous les visiteurs, y compris les avocats et le clergé, choisissant d'affronter la mort seul. Ses derniers mots furent glaçants et délibérés. La justice retardée sera enfin rendue est un homicide justifiable. Aucun membre de la famille n'a réclamé son corps, et Ronald a été enterré dans une parcelle de pauvres à Lincoln Memorial Lawn à Varner, dans le comté de Lincoln. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui couvrent les histoires de crimes réels depuis un moment, celle-ci touche vraiment différemment. Ce n'est pas seulement le nombre de victimes, ce sont les détails troublants, l'état d'esprit tordu, et à quel point la raison derrière tout cela était incroyablement insignifiante. On ne peut s'empêcher de se demander, aurait-on pu arrêter cela avant que cela ne devienne l'un des pires massacres familiaux de l'histoire? Y avait-il un moment, un signe, un cri à l'aide qui a été manqué? La mort de Ronald, selon tous les témoignages, semblait être la justice enfin rendue. Mais ensuite, il y a ce détail qui donne toujours des frissons. L'idée qu'un père puisse réellement engendrer un enfant avec sa propre fille. Je veux dire, que feriez-vous si vous entendiez parler de quelque chose d'aussi horrifiant autour de vous? Le dénonceriez-vous? Interviendriez-vous? Ou la peur et l'incrédulité vous retiendraient-elles? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.